Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la fausse femme traditionnelle au travers de l'histoire à peine croyable d'un jeune homme, Abou, influenceur et coach sportif qui s'est forgé une petite notoriété en passant sur une télé-réalité, La Villa des Cœurs Brisés, à croire que c'était prémonitoire. Avant d'aller plus loin, je souhaitais préciser que cette vidéo est sponsorisée par les pétrolières Total, Shell et BP, British Petroleum. Nous allons parler pompage, extraction, ramonage et nettoyage de puits en fin de vie. Mais ça, nous allons en parler un peu plus tard. L'histoire commence quand Abou est contacté sur les réseaux sociaux par une femme qui se définit comme musulmane, pieuse, croyante, qui porte le voile, qui fait la prière et qui a des valeurs. Le jeune homme, lui-même croyant et pratiquant, tombe sous le charme. Il s'est dit qu'après avoir baisé de la pute et de la grognasse toute sa vie, qu'il serait peut-être temps de se poser. Mashallah. Il fait sa proposition de mariage en bonne et due forme, mariage religieux dans un premier temps, le mariage civil n'a heureusement jamais eu lieu. Il va la récupérer à la gare avec un bouquet de fleurs le 5 mai et retenez bien cette date parce qu'elle est importante et nous allons en parler un peu plus tard. Pour la petite précision, cette jeune femme n'a pas son bac, elle a arrêté ses études en 4e, elle ne sait rien faire, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Et donc c'était Abou qui prenait en charge toutes les dépenses de ce nouveau couple. Il dit lui avoir même donné ses cartes bleues, ses cartes de crédit pour pouvoir dépenser et faire ses courses. C'est dire à quel point il lui faisait confiance. Au début, tout va bien, il est au paradis, ils font la prière ensemble, alhamdoulilah, c'est beau, c'est merveilleux. À ce stade, il n'a pas encore senti l'odeur du caca. Puis, cette femme apparaît un peu jalouse. Elle lui demande d'arrêter ses coachings avec les jeunes femmes. Du coup, Abou ne coache plus que les moches, les grosses, les mères de 40 ans, 2 enfants. Et là, je ne fais pas du body shaming, c'est lui-même qui le dit. Il n'avait le droit de coacher que les femmes du quotidien, pas trop jolies, sinon sa femme serait jalouse. Elle lui demande de supprimer son compte Instagram. Faut savoir que Abou vivait aussi de ça, c'est grâce à des partenariats en plus du coaching qu'il arrivait à gagner correctement sa vie. Et là, tout s'arrête d'un seul coup. Plus de partenariat, plus d'Instagram, ses revenus sont divisés par 2, mais il se dit « c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, je suis bien, j'ai une petite femme à la maison, je suis heureux, on fait la prière ensemble, on a des valeurs, si je perds un peu d'argent, c'est pas trop grave ». Puis un jour, il sent qu'un truc ne va pas. Il dit avoir eu une intuition que même lui ne comprend pas. D'un seul coup, il se lève un matin et il se dit « je dois vérifier son Snapchat, je dois vérifier les contacts privés de son Snapchat ». Pourquoi a-t-il eu cette intuition ? Je ne sais pas. Vous savez, des fois, il y a des signes, des informations que le conscient ne détecte pas, mais que le subconscient détecte. Et il a peut-être vu des choses où son inconscient a peut-être déjà détecté des choses chez sa femme, et il se dit « faut que je vérifie. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a un truc qui cloche. Faut que je vérifie les contacts bloqués de son Snapchat. » C'est pour dire la précision de la chose. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse très intéressante sur cette question du subconscient. Carl Jung, le psychanalyste suisse, disait « Si tu ne maîtrises pas ton subconscient, il va t'arriver des choses que tu ne comprendras pas et t'appelleras ça le destin. » Quelque part, ce que Carl Jung essaye de nous expliquer, c'est que nous sommes tous en autopilote ou sous-autopilote, contrôlés par notre subconscient. Nous avons des choses en nous, une sorte de programme qui nous pousse à faire des choses. Et que bien souvent, au niveau conscient, on ne comprend pas. Parce que le subconscient détecte des choses et des informations qui existent, mais que le conscient n'arrive pas à détecter. Ça passe sous son radar. Ça peut être du langage corporel, ça peut être des micro-mimiques du visage, ça peut être des mots, des phrases qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas entendu sur le moment, mais qu'on ne réalise qu'après coup. Et pour vous donner un exemple concret de ce phénomène, je vais vous raconter une anecdote qui m'était arrivée à Paris. C'était quelques temps avant de quitter Paris. J'avais passé un entretien d'embauche chez une entreprise qui faisait du clé en main pour des multinationales américaines, bien souvent.
Et c'était à l'époque où je savais pas trop encore, je tâtonnais, est-ce que je reste en France, est-ce que je m'en vais? J'avais des pistes, j'avais des idées, mais je n'avais pas encore pris de décision arrêtée sur le fait de partir. Donc j'avais passé quelques entretiens, notamment celui-ci. La boîte était excellente, elle avait un business plan incroyable. Pour vous donner un exemple concret, Microsoft va les voir en disant j'ai besoin de bureaux à Paris. Cette boîte non seulement trouve les bureaux à la location pour Microsoft, mais fait en plus tous les travaux d'aménagement en fonction de la charte de Microsoft. Et ça va jusqu'au petit logo qu'ils vont aller coller sur le mur. Ils font l'intégralité des travaux jusqu'au sticker. Et ils fournissent également le mobilier, les tables, les chaises. Et lorsque la charte de Microsoft impose telle ou telle chaise, tel ou tel bureau, eh bien, ils vont acheter en fonction de la charte. Et j'avais passé un entretien avec cette boîte qui était pas loin d'Opéra pour faire de la maîtrise d'œuvre d'exécution. L'entretien se passe très bien. Je négocie un salaire qui dépassait toutes mes ambitions. À l'époque, j'avais négocié 4200 € net. Tout était bon, tout était ouvert. J'attendais simplement qu'on m'envoie le contrat pour que je le lise et pour que je le signe. Et le surlendemain, ça s'est fait assez rapidement, je reçois le contrat par mail, je le lis, tout est bon, le salaire brut correspondait bien au salaire net que j'avais négocié, les horaires de travail, le lieu de travail, tout allait, et j'ai décidé de ne pas le signer. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Une espèce d'intuition, de force, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai jamais signé ce contrat. Et avec du recul, je me dis que j'ai dû voir quelque chose, j'ai dû sentir quelque chose qui ne m'a pas plu, mais ça s'est passé au niveau subconscient et donc je ne sais pas le conscientiser, je ne sais pas le rationaliser, je n'arrive pas à trouver les éléments concrets qui m'ont répulsé ou peut-être qui m'ont fait peur. Je ne sais pas. Pendant l'entretien, j'ai peut-être vu des mimiques, j'ai peut-être entendu des expressions qui, sur le coup, ne m'ont pas particulièrement choqué ou interpellé, mais avec l'analyse du cerveau qui fait son travail derrière, avec le sommeil, avec... Vous savez, c'est incroyable l'esprit humain, c'est un truc extrêmement complexe, il y a des connexions dans tous les sens, il y a une lecture d'informations qui se fait au niveau subconscient qu'on ne réalise même pas, il y a plein de choses qui sont en autopilote. Et ça va faire bientôt 10 ans cette histoire, et je ne sais toujours pas pourquoi j'ai refusé ce contrat. Eux, de leur côté, n'ont rien compris. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un fou, c'est un malade ce mec. Ils essayaient de comprendre, hein. J'ai même eu un appel téléphonique pour discuter des raisons qui font que je ne rejoindrai pas cette boîte, et je n'ai pas su quoi répondre, ou plutôt j'avais trouvé une excuse bidon. J'ai dit, en fait, il y avait une clause dans le contrat qui stipulait que si les déplacements étaient nécessaires, je devais accepter de me déplacer ponctuellement dans d'autres villes. Sauf que, vu leurs clients, c'était exclusivement des boîtes internationales, c'était quasiment impossible que j'aille bosser, je sais pas moi, à Tours. Il y aura jamais de bureau de Microsoft à Tours, faut pas déconner. Tout leur travail, 99,99999% de leurs bureaux se font à Paris. Mais c'est un peu l'excuse bidon que j'ai trouvée. J'ai dit la clause du déplacement, ça me dérange un peu, j'ai pas envie de quitter Paris, alors que moi je m'en branlais complètement. J'ai donné cette excuse pour quelque part arriver à donner une justification logique à ce blocage que j'ai eu et que je ne comprends toujours pas. Et cette longue digression, c'est un peu pour expliquer ce que Abou ne comprend pas non plus. Il se dit, j'ai eu une intuition, je ne sais pas, tout se passait bien, il répète encore, on faisait la prière ensemble, elle faisait des petits plats, elle lisait le Coran le soir, c'était beau, il était au paradis, tout était beau, tout était mignon, et il se dit d'un seul coup, j'ai cette intuition, je me dis, je vais aller voir les contacts bloqués dans son Snapchat. Et là encore une fois, si au niveau conscient, il pensait faire confiance à sa femme, il pensait avoir tout compris, il pensait avoir tout cerné, au niveau inconscient, il avait détecté la pute. Il ne le sait pas, mais son cerveau, au niveau inconscient, il a dû voir des choses, il a dû voir des comportements, il a dû être interpellé par une ou deux absences de sa femme
qu'il n'avait pas remarqué au départ parce qu'il était amoureux, parce qu'il était dans le délire, mais qui au niveau inconscient l'ont interpellé. Cette femme qui ne connaît pas grand monde, qui a un petit cercle d'amis, qui disparaît comme ça une après-midi pour aller faire je ne sais quoi, au niveau inconscient ça a dû le tracasser, ça a dû déclencher cette envie de vérifier son Snapchat. Donc il va dans les contacts bloqués et il trouve 6 hommes. Il contacte le premier. Et là, direct, il n'est pas déçu. Le mec lui raconte qu'il la voit depuis quelque temps, qu'elle était même allée le voir à 2h du matin, un soir, qu'il lui payait les Uber pour qu'elle puisse se rendre chez lui. Et là, Abou, il croit pas vraiment le truc. Il se dit, c'est pas possible, je veux des preuves. Et là, le mec lui balance la vidéo, direct, sa femme, en string, sur un lit, en train de fumer la chicha avec son amant. Là déjà, il tombe de 10 étages, il s'écrase au sol et il n'arrive pas à comprendre. Le mec lui explique qu'il la connaît depuis quelque temps, que c'est pas une nouvelle relation, et il lui dit même qu'il n'était même pas au courant qu'elle était mariée, parce qu'elle avait menti aux 2 hommes visiblement. Elle avait dit à l'autre que, en fait, non, le mariage est tombé à l'eau, je suis toujours célibataire, etc. Ensuite, il appelle le deuxième mec. Et il s'est arrêté là. Sur les 6, il en a contacté que 2. Mais vu le niveau d'information qu'il a reçu, vu la quantité et les détails et les vidéos qu'il a reçus, je comprends qu'il n'ait pas eu envie de contacter les 4 restants. Et le deuxième, qui apparemment est un mec super parce qu'il n'a pas voulu tout lui raconter pour ne pas le vexer. Il disait à Abou, arrête, lâche l'affaire, oublie-la, c'est pas une femme pour toi, je peux pas tout te raconter. Abou insiste un peu, dis-moi ce qui se passe frère, raconte-moi, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ta relation avec elle? Et là il lui envoie directement les vidéos de sa femme en train de se faire culbuter et se prendre par tous les trous. Sa femme est une putain de pétrolière. Pour faire simple, la pétrolière, c'est celle qui pratique la sodomie, c'est celle qui prend dans l'orifice anal. Et visiblement, c'est pas une fois ou deux, c'est une adepte de la sodomie, c'est son sport, c'est une championne olympique de la sodomie, c'est le truc qu'elle préfère par-dessus tout, après l'alimentation peut-être. Et le pire, et là on est dans l'humiliation absolue, c'est que Abou lui-même n'avait pas droit à la sodomie. Et là ça vous explique à quel point cette femme le méprisait parce que elle accordait cet acte sexuel à tous les hommes, à tous ses amants, mais pas à son mari. Et ce qu'Abou n'a pas réalisé, et peut-être qu'il ne l'a toujours pas réalisé, c'est que cette femme le méprisait à un niveau qu'il n'arrivera jamais à imaginer. Parce que lorsque ta femme aime un acte sexuel, et là, pas de jugement de valeur, si elle aime la sodomie, c'est pas la fin du monde. Mais logiquement, lorsqu'une femme aime un acte sexuel particulier, elle va le pratiquer avec son partenaire. C'est le partenaire de choix, c'est avec lui qu'elle devrait le faire le plus souvent. Là, on est dans un cas où cette femme aime un acte sexuel particulier, en l'occurrence la sodomie et une pratique particulière. Elle le pratique ou elle la pratique avec tous les hommes, tous les autres hommes et tous ses amants, sauf son mari. À ce stade, c'est une punition. À ce stade, c'est une humiliation. La terre entière a le droit de me défoncer le fion, mais pas toi. Et autre précision, c'est que l'une de ces vidéos où on voit sa femme se faire prendre en levrette sur un lit par un inconnu, eh bien, était tournée le 5 mai. Et si vous vous souvenez, on avait parlé de la date du 5 mai au début de ce podcast. C'est la date où il était allé la chercher à la gare avec un bouquet de fleurs. C'est le jour où elle devait emménager chez lui ou commencer à vivre avec lui. C'est pour vous dire le degré de mépris de cette femme vis-à-vis de Abou. Et quelque part, je pense qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne l'a jamais aimé. Et la raison pour laquelle elle s'est rapprochée de lui, c'était plus comme une forme de challenge. J'ai envie de dire, c'est plus un homme trophée qu'elle voulait. Elle a dû vouloir dire à ses copines, regardez, je peux la voir si je veux, parce qu'à un moment, c'était une petite star de la télé-réalité qui baisait des femmes à tout va, qui est un jeune homme physiquement plutôt beau, plutôt agréable, avec un corps extrêmement bien taillé. Le mec fait de la gym toute la journée pratiquement, il fait du sport toute la journée, donc il est plutôt bien foutu. Elle a dû se dire, ce mec, je vais me le faire, et plus comme un challenge qu'autre chose. Parce que c'est même pas une histoire d'argent,
Sinon, elle ne lui aurait jamais demandé d'arrêter ses partenariats et d'arrêter Instagram. Si elle était vraiment intéressée par le fric, elle ne lui aurait pas permis de perdre la moitié de ses revenus. Donc j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus pervers que la michetonneuse qui en veut après ton argent. Je pense qu'elle voulait l'avoir comme une espèce de trophée. Ce mec qui fait le fou à la télé, qui baisse de la gonzesse à tout va, moi je peux l'avoir, moi je peux le dresser. Et bien sûr, elle a usé de sa faille. Abou est un croyant, Abou est musulman, croyant, pratiquant, et sa faille, c'est l'islam. Donc elle s'est dit, je vais l'attaquer par cet angle, alors qu'à la base, elle, l'islam, elle s'en cogne, c'est une pétrolière. Son seul rapport avec l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Ça pompe du sgeg, ça pompe de la chicha, ça prend dans le cul. Si tu veux, sa distance à l'islam, c'est la distance Terre-Jupiter. Mais les femmes ont cette nature de caméléon qui fait que lorsqu'elles aiment vraiment un homme, elles vont se transformer pour se rapprocher de ses valeurs. Si vous aimez le tennis, elle va vous dire moi aussi j'aime le tennis. Si vous aimez voyager, elle va vous dire j'aime voyager. Si vous aimez les femmes traditionnelles, elle va se métamorphoser en femme traditionnelle. Les femmes sont des caméléons et elles savent faire ce genre de choses pour vous avoir. Et tout homme avisé devrait le savoir. Tout homme avisé qui n'a pas envie de se faire avoir comme Abou devrait savoir ça. Et notamment dans le cadre des femmes traditionnelles. Beaucoup de femmes aujourd'hui, avec la galère pour trouver un homme, les difficultés, vous savez, je l'ai toujours dit, c'est très facile aujourd'hui pour une femme de se faire baiser, il n'y a rien de plus facile, mais trouver un homme qui lui passera la bague au doigt, ça devient de plus en plus difficile, voire carrément impossible. C'est un peu dans ce monde qu'on vit, les femmes ont l'illusion qu'elles ont tous les hommes à leurs pieds, mais la majorité des hommes ne veulent que les baisers. On ne veut que les baiser. Il y a très peu de femmes que tu as envie d'épouser. Il y a très peu de femmes à qui tu as envie de faire des enfants, les épouser, t'occuper d'elles, etc. C'est tellement, en grande majorité des clochardes, et encore une fois, je dis pas toutes, mais en grande majorité, les femmes de qualité sont extrêmement rares. La majorité des femmes que tu rencontreras, surtout en Occident et surtout dans les grandes villes, ne vous faites pas d'illusions, sont des clochardes. 80% des femmes n'ont pas le potentiel pour devenir des épouses et des mères. Donc elles sont obligées de jouer de subterfuge, elles sont obligées de faire le caméléon, de se déguiser pour essayer d'attirer la minorité des hommes qui veulent se marier encore. Et c'est quoi la minorité des hommes qui sont assez fous pour vouloir encore se marier ? Eh bien c'est souvent les hommes traditionnels. Dans un pays comme la France, qui veut se marier ? Essentiellement les musulmans, les catholiques traditionnels, il y en a encore, peut-être d'autres confessions du type hindouiste, je sais que les Indiens ou les hindous se marient encore. On est dans cette minorité d'hommes qui, pour des raisons religieuses, croient encore au mariage, aux enfants, à la vie de couple, qui est aussi un devoir religieux, par exemple. Dans le cadre de l'islam, se marier et avoir des enfants est un devoir religieux. Tout bon musulman doit se marier et doit avoir des enfants. Donc les femmes jouent de ça. Et vous avez plein de musulmanes, plein de femmes voilées, et Abou en parle, il dit dans le 94, vous les voyez toutes voilées, mais c'est de la PUTE en grande majorité. Les femmes voilées qui sont vraiment convaincues par leurs croyances, qui sont vraiment dans une pratique réelle de la religion, il n'y en a pas tant que ça. La majorité le font pour qu'on leur foute la paix, pour qu'elles puissent sortir de la cité, pour que le père arrête de les emmerder, et la plupart c'est des pétrolières, ça met le voile, la tête couverte et le cul à l'air. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Abou, qui l'a traumatisé, parce que il se dit, elle faisait la pieuse avec lui, lui avait le droit au missionnaire, vous savez, le sexe pudique, et à côté, elle se faisait éclater le fion par tous les mecs de la planète, parce que les 6 là bloqués sur Snapchat, c'est le top du iceberg, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, et peut-être qu'il vaut mieux ne pas le savoir. Sans parler des risques de MST, de contamination. Vous imaginez, vous pensez avoir une femme pieuse voilée chez vous, en toute sécurité, vous retirez la capote, vous avez des rapports non protégés. Tu te dis, mais j'ai rien à craindre, c'est ma femme,
on se connaît, elle est religieuse, c'est pas une folle. La meuf se prenait des sodomies sans capote. T'imagines ce qu'elle aurait pu lui ramener comme MST? Alors visiblement, il a fait tous ses tests, pas de chlamydia, pas de gonorrhée, pas de saloperie. Mais est-ce que t'imagines le risque qu'elle lui a fait prendre? Parce que cette femme prenne des risques pour elle-même, c'est son problème. D'accord, tu veux te faire tamponner par plein de mecs sans capote, c'est ton problème. Mais ne ramène pas tes saloperies à la maison. Ne ramène pas tes saloperies à ton mari innocent qui n'a rien demandé. Il a eu de la chance sur ce coup parce que avec tous les mecs qu'elle se tapait en parallèle avant, pendant et même après le mariage, est-ce que t'imagines les risques qu'il prenait, les saloperies qu'il aurait pu attraper? Et suite à ça, Abou, je vous le dis, il tombe de 10 étages, il fait une dépression, il perd 15 kilos et il finit à l'hôpital. Lui qui était toujours en bonne santé, alimentation parfaite, sport quotidien, etc., se retrouve comme une merde, 15 kilos en moins, sur un lit d'hôpital. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Vous savez, j'ai beaucoup de mes détracteurs qui me disent « Oh, l'observateur, t'exagères, toutes ces histoires de MGTOW, de pilules rouges, de machin, c'est un peu trop, tu nous dépeins les femmes comme étant dangereuses. » Je vais vous dire quelque chose, les mecs. Les femmes sont dangereuses. Pas toutes les femmes, mais les femmes sont dangereuses. Et là, vous avez une réelle histoire d'un mec qui a fini à l'hôpital. Et encore une fois, il aurait pu finir à l'hôpital pour des choses beaucoup plus graves. Il aurait pu choper de la MST à l'appel. Et là, c'est pas uniquement 15 kilos qu'il aurait perdu. Les femmes sont dangereuses. Et d'ailleurs, dans l'entretien qu'Abou avait fait sur YouTube, c'est marrant, il a parlé de Red Pill. Il dit maintenant, j'ai pris la Red Pill. Il aurait pris la Red Pill 2-3 ans avant, rien de tout ça ne serait arrivé. T'aurais vu la clocharde arriver à 2000 km. T'aurais senti l'odeur de son fion à 200 km. Parce que je vais te le dire, une chatte pourrie, ça se détecte. Quand t'as un peu d'expérience, ce genre de gonzesse, ça se détecte. Les pseudo-meufs de cité pieuse, je les détecte à 2000 km. Des pétrolières en puissance. 2 sur 3 sont des pétrolières en puissance. Et maintenant, on va essayer d'apprendre de cette histoire, on va essayer d'en tirer des conclusions et surtout de comprendre les erreurs capitales qu'a fait Abou, les péchés capitaux qu'a fait Abou et qui l'ont mis dans cette situation. La première, c'est qu'il a dérogé à une règle fondamentale des rapports hommes-femmes. Ça, c'est le premier pilier, un peu comme les 5 piliers de l'islam, ça, c'est le premier pilier des rapports hommes-femmes. Ne mets jamais une femme au centre de ta vie. Ne mets jamais une femme au centre de ta vie. Si une femme te demande de changer pour elle, tu la dégages. Si une femme te demande d'arrêter un sport, d'arrêter une activité, de changer de métier pour elle, tu la dégages. Ne mets jamais une femme au centre de ta vie et si tu le fais, elle te détestera pour ça. Ça, c'est un grand paradoxe féminin, c'est aussi l'un des plus grands shit-tests des femmes. Elle va te demander de changer pour elle. Admettons, tu fais un sport de combat, ça ne lui plaît pas, elle te dit arrête de faire du MMA, arrête de faire de la boxe, j'aime pas te voir avec des bleus, etc. Tu vas arrêter. Au moment où tu arrêtes, elle va te tromper avec ton poteau, avec ton pote qui fait des sports de combat. Et là, tu vas rien comprendre. Tu dis, je comprends pas. Elle me demande d'arrêter ce sport et elle va se faire baiser par des boxeurs et par des mecs du MMA. Eh bien, t'as raté ton shit test. Elle t'a demandé de faire quelque chose, tu l'as fait. C'est foutu, t'es mort. Les femmes ne respectent que les hommes qui ont des convictions. Elle va t'adorer si tu l'envoies balader. Elle va t'adorer si elle voit que t'es solide. T'es pas quelqu'un qui va changer pour une femme. T'es pas quelqu'un qui va abandonner son pote, ses amis, sa famille, ses activités pour une femme. Et si tu le fais, elle te détestera pour ça. Et c'est exactement ce que Abou a fait et elle l'a méprisé d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Elle l'a détesté, elle l'a méprisé. Est-ce que vous imaginez, admettons, cette femme peut-être au départ l'aimait un peu, peut-être avec sa notoriété internet, sa notoriété d'influenceur, etc. Admettons peut-être qu'elle avait un peu de sentiment pour lui. Elle lui demande de supprimer son Instagram, le mec le supprime, direct. Il discute pas, il supprime son Instagram. Elle lui demande d'arrêter de coacher de la bonasse et de prendre que des clientes un peu vieilles ou un peu grosses. Le mec le fait direct.
Il lui donne ses cartes bleues, ses cartes de crédit, elle dépense, il ne vérifie rien, elle sort, il ne lui demande jamais où elle va. Est-ce que vous imaginez comment son estime a pu baisser en moins de 48 heures? T'as des dizaines de milliers de followers sur Instagram, c'est ton gagne-pain, c'est comme ça que t'as des partenariats, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Ta meuf te dit supprime ton Instagram, tu lui réponds va te faire enculer. Va te faire enculer, je vais finir sous un pont, c'est quoi le projet? C'est comme ça que je gagne ma vie. La meuf te dit arrête de coacher de la bonasse, arrête de coacher des filles jolies. Tu lui dis suce-moi correctement et il ne se passera rien. Un homme qui est satisfait à la maison a moins de risques, même si la tentation est toujours là, mais a moins de risques d'aller voir ailleurs. Si elle le baisait correctement, si elle le pompait correctement, si elle faisait la pétrolière avec lui, peut-être que en ayant ce qu'il faut à la maison, il ne toucherait pas à ses clientes. Voilà la réponse qu'il aurait dû donner. Pompe-moi le sgeg correctement, il ne se passera rien au travail. Et je continue à coacher de la bonasse si j'en ai envie. C'est mon business. Il aurait répondu comme ça, elle aurait mouillé direct. Elle aurait compris qui est le bonhomme. Les femmes, malgré tous les désirs de liberté qu'elles expriment comme ça de façon consciente, aime être contrôlée. La femme a un désir de contrôle. La femme désire avoir un homme qui contrôle ses pulsions, qui la calme. Elle va peut-être comme ça t'engueuler au début. Ouais, tu me laisses pas faire ce que je veux, tu me laisses pas sortir, tu me dis de faire ci, de faire ça. Mais inconsciemment, elle va te kiffer. Elle va se dire, j'ai quelqu'un qui prend soin de moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, j'ai un bonhomme avec moi. J'ai pas une petite salope qui répond oui à tout ce que je lui demande. Parce que quelque part, l'homme qui dit non, c'est aussi l'homme qui sait la protéger. C'est quoi contrôler une femme? C'est aussi la protéger de ses propres pulsions. Quand t'es marié et ta femme te dit je vais aller prendre des verres avec des copines, on se rencontre, on se voit entre copines, samedi soir on va en boîte, tu dis non direct. Ne tente pas le diable mec, tu dis non direct. T'imagines tout ce qui peut se passer en boîte? Avec tous les mecs en chien que t'as dans les grandes villes surtout. Tu vas la perdre. Elle va sortir une fois, elle va rencontrer un mec, il va rien se passer. Elle va sortir une deuxième fois, elle va rencontrer un autre mec, là, ils vont se frotter un peu. Elle va s'habituer au délire. Toi, t'es là, tu la laisses sortir. Elle va te raconter qu'elle va dormir chez sa copine. Et puis voilà, tu l'as perdue. Puis après, tu vas chialer, tu vas te dire, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Tu l'as pas tenue en laisse. Les femmes, au niveau inconscient, ont un désir d'être tenues en laisse. Elles ont le désir d'être protégées contre leurs propres pulsions. Elles ne respecteront que l'homme qui le fait. Et Abu, en pensant faire plaisir à sa femme, en acceptant tout ce qu'elle lui a demandé, s'est transformé en petite pute intégrale. Le grand gaillard, beau gosse, musclé, fit, tout ce qu'on veut, est devenu une petite pute en laisse. C'est lui qui, finalement, a mis la laisse à son propre cou. Et il a cette gonzesse quasi analphabète. Elle n'a pas son bac, elle a arrêté ses études en 4e. Comment tu peux faire confiance, comment tu peux laisser les rênes du foyer à une gonzesse qui n'a jamais rien fait de sa vie? Rien, elle n'a jamais rien fait de sa vie, cette gonzesse, même pas un stage. Et le dernier point, c'est que je pense que Abu ne la baisait pas correctement. Je suis désolé, ta femme kiffe la sodomie et tu n'arrives pas, même pas, à la sodomiser. Ta femme kiffe la sodomie et toi, t'es en mode missionnaire pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Je sais pas combien de temps a duré la relation exactement. Ça veut dire qu'il n'a même pas essayé. Et là, encore une fois, pas de jugement de valeur. Chaque femme a ses fantasmes, chaque femme a ses envies. Il y a des femmes qui aiment être giflées, ça arrive, ça m'est arrivé. Il y a des gonzesses qui m'ont demandé de les gifler. C'est comme ça. Et maintenant, je demande. Comme je sais que les femmes aiment un certain niveau de violence, je demande toujours et je calibre. La dernière en date, une Polonaise, elle était à genoux face à moi. Je lui dis, est-ce que t'aimes les claques? Est-ce que t'aimes quand c'est un peu violent? Je lui parle en anglais, je lui dis, do you like it rough? Elle me dit oui. Là, je lui décoche 2 claques et elle me fait, ouais, non, là, calme-toi un peu. C'est, oui, rough, mais pas comme ça. Donc, j'ai compris qu'elle aimait les petites claques, mais pas nécessairement quand c'est trop fort, quoi. Mais comment tu veux satisfaire une gonzesse si tu ne lui poses pas ces questions, si tu n'essayes pas? Et si tu es en mode timide, si elle n'ose pas parler et toi tu n'oses pas parler, tu te retrouves en missionnaire toute l'année et à un moment, comme elle a des pulsions, elle va aller les satisfaire ailleurs.
Et ça, c'est important. Si tu veux garder une gonzesse, faut la satisfaire sexuellement. Faut arrêter. Si t'as une gonzesse qui aime le sexe un peu rough, un peu dur, qui aime les claques, qui aime les fessées, qui aime qu'on lui crache sur la gueule, et encore une fois, pas de jugement de valeur. Du moment que c'est fait dans un environnement contrôlé et du moment que c'est consenti, il n'y a rien de mal à ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ça. Quand on dit, ou quand je dis les femmes aiment la violence, ils vont tout de suite dire à l'observateur, il promeut la violence. Non, c'est pas ça. C'est la violence dans un environnement contrôlé. Les femmes aiment la violence dans un environnement contrôlé. Elle sait que la baffe que tu vas lui donner, c'est pas une baffe de méchanceté, c'est pas une baffe qui va lui faire un bleu ou qui va lui faire mal. C'est une baffe dans un environnement contrôlé, dans le cadre d'un rapport sexuel consenti entre deux personnes adultes qui aiment que les pratiques sexuelles soient un peu épicées. Et si tu n'explores pas ça avec ta partenaire, ben, je suis désolé, elle va aller chercher ça ailleurs. Elle va aller chercher ça chez les mecs qui osent le faire. Et Abou a mis sa copine sur un piédestal, la religieuse, la pieuse, qui lit les textes coraniques toute la nuit, avec laquelle il fait la prière. Mais une femme reste une femme. Une femme reste une femme. Il n'y a rien qui empêche dans la religion, si c'est ta femme, si vous êtes marié, d'avoir des pratiques sexuelles exotiques. Se satisfaire mutuellement fait partie du contrat de mariage. C'est inscrit dans le contrat de mariage, même si c'est pas très respecté aujourd'hui. Beaucoup de femmes font la grève du sexe, puis vont se plaindre quand le mari force un peu, etc. Mais se satisfaire mutuellement fait partie du contrat de mariage, que ça vous plaise ou pas. Et si on ne se satisfait pas mutuellement, il y a rupture du contrat de mariage, et là, il faut aller voir ailleurs. Et moi, je pense que pour que cette meuf aille se faire culbuter par 6 autres mecs, et peut-être plus, avec des pratiques complètement délirantes, et je fume la chicha en slip, en string sur un lit, et je pompe autant la chicha que le sgeg du mec, et j'en ai un autre spécialiste en pétrole, c'est que quelque part, Abou, il faisait rien à la maison, quoi. Abou, il était en mode missionnaire, il balance une fois et il dort. Enfin, j'imagine, je me trompe peut-être. S'il m'écoute, il va se dire « Non, non, je suis pas d'accord, je l'ai baisé comme il faut. » Fais un peu ton analyse, Abou. Une femme qui va voir ailleurs, c'est que t'as pas fait le taf. Si tu la baises bien, crois-moi, elle va suffisamment être fatiguée, elle va développer suffisamment d'ocytocine, ce qu'on développe, ce qu'on produit comme hormone lors du rapport sexuel, et c'est ça qui crée l'attachement. Il est très difficile de créer l'attachement avec une femme qui n'a pas d'orgasme. Une femme qui n'a jamais d'orgasme avec toi ne développera jamais d'attachement suffisamment fort parce que pendant l'orgasme, il y a un tas d'hormones, notamment l'ocytocine, qui se déclenche, qui se produit et qui génère, qui crée, qui renforce l'attachement au partenaire. Et pour conclure, on va finir sur une citation d'Abou. Eh ben oui, il a appris quand même, il a appris. Je pense que maintenant il est red pilé, je pense qu'il a capté quelques trucs. Et à la fin de son entretien, il a dit « Je préfère sortir avec une stripteaseuse qui s'assume qu'avec une ourtie qui est capable de me refiler des MST. » La ourtie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la sœur en arabe. Dans le monde musulman, tout le monde est frère et sœur. Donc il dit « Je préfère sortir avec une stripteaseuse qui s'assume qu'avec une femme traditionnelle capable de me refiler des MST. » Et ça, c'est très intéressant ce qu'il nous dit parce que dans le monde traditionnel, notamment dans le monde musulman, il y a beaucoup de femmes qui sont méprisées parce qu'elles ne portent pas le voile. Dans le monde musulman, même dans les cités en France, on va respecter toutes les femmes qui portent le voile, personne ne les emmerde, elles traversent la cité, personne ne leur parle, et on va emmerder les femmes qui ont l'air normales, quoi, qui ont les cheveux à l'air, qui vont porter un jean, une jupe, alors que, pour le coup, l'habit ne fait vraiment pas le moine. Il y a autant, voire plus de puterie chez les femmes couvertes que chez les femmes non couvertes. Et ça, il faudrait que les mecs, les débiles des cités françaises comprennent un peu ça et qu'ils arrêtent d'emmerder les femmes qui ne sont pas couvertes. Parce qu'une femme qui n'est pas couverte peut avoir beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de respect, de valeur familiale qu'une femme couverte. J'ai envie de dire, n'emmerdez pas les femmes en fonction de leur aspect, n'emmerdez pas les femmes parce qu'elles ne portent pas le voile, parce qu'aujourd'hui, le voile, dans le monde musulman et même en Europe,
est devenu une espèce de couverture. Beaucoup de femmes le mettent sans être croyantes, juste pour que le frère, le père, le cousin ne les emmerde pas. Et parfois, les femmes voilées, parce qu'elles ont l'alibi du voile, une fois qu'elles sont couvertes, plus personne ne les emmerde, font pire, font des choses bien pires que ce que pourrait faire une femme normale du quotidien qui a les cheveux à l'air. Donc soyez un peu plus fin, soyez un peu plus intelligent. Je sais que ça se fait beaucoup, il y a des femmes musulmanes qui ne portent pas le voile et à qui on casse les couilles du matin au soir, qu'on ne laisse pas sortir, qu'on surveille, qu'on contrôle, alors que c'est des filles très bien qui vont à l'université, qui ne font rien d'extraordinaire, ni sur le plan sexuel, ni sur le plan des mœurs, c'est tout ce qu'on voudra, mais toute la famille les emmerde, le frère, le père, le cousin, l'oncle, tout le monde les surveille, tout le monde essaye de les marier, de les caser, parce qu'ils considèrent que comme elle porte un jean, c'est une catin, c'est une pute, etc. Alors que la voilée qui fait bien pire, souvent, eh bien tout le monde lui fout la paix et elle peut faire tout ce qu'elle veut. Il y a beaucoup de voilées d'ailleurs qui en dessous portent des mini-jupes, des tenues complètement délirantes. Dès qu'elle traverse la cité ou dès qu'elle traverse son village ou dès qu'elle est sortie de la zone de contrôle, elle vire le voile et ça se retrouve en string en train de sucer de la chicha et une bite sur un lit. Voilà la réalité du monde. Donc arrêtez de juger les femmes sur leur aspect religieux ou non religieux. Vous trouverez des femmes beaucoup plus pieuses, beaucoup plus croyantes, qui ont les cheveux à l'air, et des femmes couvertes qui sont des putes intégrales, des PUTE intergalactiques, des meufs comme la femme de Abu, qui vous surprendront par leurs usages, par leurs us et coutumes, on va dire. Donc ne vous faites pas avoir par les apparences. Je sais qu'il y a plein de mecs qui veulent ramener des gonzesses du bled, qui veulent trouver des femmes traditionnelles parce qu'ils n'arrivent pas à les trouver en France. Sortez de ce délire les mecs, sortez de ce délire. Regardez les comportements, n'écoutez pas ce que les femmes disent, regardez ce qu'elles font. Une autre règle d'or, n'écoutez pas ce qu'elles disent, regardez ce qu'elles font. Le voile ne veut rien dire, les cheveux couverts ne veulent absolument rien dire. Vous trouverez des femmes traditionnelles incroyables qui ne sont pas du tout d'un monde réputé traditionnel. Il y a dans le fin fond de l'Amérique, en Allemagne, même en Angleterre, des femmes hyper traditionnelles, en Irlande, des endroits où tu ne penserais pas trouver ce genre de femmes, et pourtant elles existent, elles ne sont pas couvertes, et elles ont beaucoup plus de valeur que des femmes qui lisent des textes religieux du matin au soir et qui te cassent les couilles avec la religion. L'habit ne fait vraiment, mais alors là, vraiment, pas le moine. Ou la ortie. Et j'ai rencontré des stripteaseuses avec beaucoup plus de valeur que des femmes du quotidien. La stripteaseuse, au final, c'est une femme comme une autre. C'est une femme qui danse pour gagner de l'argent, mais c'est des femmes qui ont quand même un point d'honneur à ne pas tomber dans la prostitution. Elles dansent et elles gagnent de l'argent comme ça. Et à part ça, à part le côté je danse un peu nu ou à moitié nu, tout le reste est normal chez la stripteaseuse. Il y en a qui ont des copains, des maris, des enfants. Elles sont pour la plupart normales, peut-être même un peu plus intelligentes parce qu'elles ont une expérience de vie particulière. Elles ont beaucoup plus vécu que la femme du quotidien. Beaucoup ont commencé le striptease jeunes et en faisant ça, elles ont rencontré beaucoup de clients. Vous savez, les clients parlent beaucoup sans nécessairement avoir de rapport sexuel. Donc elles ont vu la misère chez les hommes, elles ont vu la misère sexuelle, elles connaissent leurs problèmes avec leurs femmes, avec leurs enfants, elles connaissent quasiment toute leur vie. Et elles ont une expérience de vie qu'on ne trouve pas chez la femme du quotidien. Elles ont une intelligence sociale qu'on ne trouve pas chez les autres femmes. Et j'ai eu l'occasion dans ma vie de rencontrer des stripteaseuses. Les deux dernières en date, c'était une Ukrainienne et une Belge. L'Ukrainienne, c'était au Portugal, à Lisbonne. Et la deuxième, c'était une Belge que j'ai rencontrée quand je voyageais au Mexique, à Playa del Carmen. Et c'était des filles très bien en fait, des filles normales qui gagnaient leur vie en dansant, mais à part ça, elles étaient
tout à fait normale et je dirais même un peu mieux que les autres femmes que j'ai rencontrées parce qu'elles avaient cette expérience de vie. C'était pas du tout des putes hein, pendant tout le temps où je les ai connues. Elles n'ont pas couché avec d'autres mecs. Elles n'ont pas une histoire sexuelle extraordinaire. La Belge avait eu un copain pendant 7 ans, le seul et l'unique. L'Ukrainienne était un peu plus jeune, elle avait 23 ans, donc elle avait des copains au gré des villes qu'elle faisait parce qu'elle voyageait tout en faisant son métier. Et voilà, quand elle arrive dans une ville, elle se pose sur Tinder, elle va rencontrer un mec, elle va rester avec 2, 3 mois. Et en l'occurrence, c'était moi qu'elle avait rencontré à Lisbonne. Donc l'habit ne fait pas le moine, les stripteaseuses peuvent avoir beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de tenue et de retenue qu'une ourtie voilée qui récite le Coran du matin au soir et qui va s'avérer être une pute intégrale. Donc ne vous faites pas avoir par la tenue, ne vous faites pas avoir par l'habit et creusez un peu plus les personnalités de ces femmes avant de vous donner complètement à elles. Une femme peut être dangereuse, une femme peut vous envoyer à l'hôpital si vous n'êtes pas prudent. Une femme peut vous refiler des MST, une femme peut vous ruiner. Et c'est ce que Abou a compris dans la douleur. Et ne l'oubliez jamais, le MGTOW et la Red Pill sauvent des vies. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.